Une broche ornée de pierres précieuses disparaît, et avec elle, un sillage de tromperie commence. Bienvenue sur Kriminalgeheimnis, je suis votre hôte, Léo. Dites-moi, où regardez-vous l'émission aujourd'hui? Vos commentaires donnent vie à cette chaîne, dévoilons le mystère. C'est par un après-midi maussade de fin octobre que je me suis retrouvé assis au coin du feu, au 221B Baker Street, la pluie crépitant contre les vitres, tel le tic-tac d'une horloge impatiente. Londres avait revêtu son linceul automnal. Le brouillard tourbillonnait comme de la fumée de pipe autour des toits. Les calèches claquaient sur les pavés glissants et un froid humide s'insinuait sous les portes comme un invité indésirable. Sherlock Holmes se tenait près de la fenêtre, sa silhouette aussi nette que l'archet de violon qu'il tenait à la main, bien qu'il n'ait pas touché l'instrument de la matinée. Nous avions profité de plusieurs semaines de ce que Holmes appelait, charitablement, un silence domestique interminable, une période durant laquelle même l'estrade semblait peu enclin à nous importuner avec des affaires, et les journaux ne proposaient que leur lot habituel de petits vols et de divorces. Scandaleux. Je m'étais habitué à ces périodes de calme entre les tempêtes, même si mon ami les trouvait insupportables. « Observez, Watson », dit Holmes brusquement, rompant notre silence. Il fit un signe de tête en direction d'une femme qui traversait la rue en contrebas, sa silhouette à moitié masquée par la brume montante. Une cliente et pas comme les autres. Regardez son hésitation. 3 pas en avant, un demi-pas en arrière. Culpabilité? Non. Peur. Comment peux-tu conclure cela à une telle distance? Demandai-je en me levant pour mieux voir. Holmes jeta la cendre de sa cigarette dans le foyer. Elle porte quelque chose de dissimulé dans son gant gauche. Son bras droit se balance naturellement, mais le gauche est fermement fixé à son corps. De plus, son bonnet est noué légèrement de travers, un habillage précipité. Le voile qui couvre son visage est tiré bien plus bas que la pudeur ne l'exige. Une femme qui cache son expression ne le fait que lorsque celle-ci trahit quelque chose. Juste au moment où il avait fini de parler, la sonnette retentit. Madame Hudson fit entrer la dame dans notre salon avec une sollicitude maternelle. Elle était effectivement jeune, pas plus de 23 ans, je suppose. Et bien que vêtue simplement, elle affichait la posture raffinée d'une femme élevée dans la noblesse. Son regard parcourut la pièce jusqu'à se poser sur Holmes, et elle retira ses gants humides avec une grâce délibérée, révélant une main qui tremblait faiblement. « Monsieur Holmes, dit-elle d'une voix basse et musicale, je m'appelle Violette Armitage. Je crois être en grand danger. » Holmes lui fit signe de s'asseoir. « Continuez, je vous prie, mademoiselle Armitage, mais d'abord permettez-moi de vous dispenser de raconter des futilités. Vous venez de Kensington, même si vous avez pris un taxi depuis Notting Hill Gate, et vous n'avez pas dormi chez vous la nuit dernière. » Elle cligna des yeux. « C'est exact, mais comment as-tu pu… » Holmes écarta la question d'un geste de la main, comme s'il s'agissait d'une mouche importune. « Le bas de votre robe est taché d'argile jaune, caractéristique des jardins de Holland Park. Une légère odeur de savon à la lavande imprègne vos poignets, caractéristique des chambres de l'hôtel Langford, près de Camden Hill. Quand, à votre trajet en fiacre, une trace de crin sur votre manteau et le talon de votre jeton dans votre réticule suggèrent un fiacre de la cour de Turnbull. Et maintenant, le danger dont vous parliez. » Miss Armitage déglutit et se pencha en avant. « Il s'agit d'une broche, monsieur Holmes, un héritage familial, la broche au lys bleu. Elle a été portée par ma grand-mère à la cour, transmise à ma mère et maintenant à moi. La semaine dernière, elle a disparu de ma coiffeuse. Je pensais l'avoir simplement égarée. Mais hier, j'ai reçu une lettre. » Elle ouvrit son sac à main avec une précision gantée et lui tendit un mot plié. Holmes l'examina en silence. Le papier était épais, couleur ivoire. L'écriture était massive et forcée. « Tu ne mérites pas ce que tu possèdes. Rends le lys bleu à son propriétaire légitime, ou la vérité te suivra comme ton ombre. »« Curieux, » murmura Holmes. « Pas de demande d'argent, pas de signature, juste un avertissement. »« En effet, »
dit-elle. Mais ce n'est pas tout. Ce matin, en rentrant dans ma chambre, j'ai découvert que quelqu'un était entré. Un seul gant, le mien, était resté sur la coiffeuse, mais je me souviens très bien l'avoir rangé dans mon armoire. Les yeux de Holmes brillèrent d'un intérêt soudain. « Et vous avez parlé de danger. Pourquoi vous croyez-vous ?»« En danger ?» Mademoiselle Armitage hésita. « Parce que ma mère a été assassinée, il y a 18 ans, et la broche a disparu à ce moment-là aussi. J'ai jeté un coup d'œil à Holmes, mais son expression restait illisible. Mon père était un antiquaire réputé, poursuit-elle. Après sa mort, il a interdit le port de la broche. Elle est réapparue il y a seulement 1 mois parmi les effets personnels de ma défunte tante, dans le Derbyshire. Je l'ai apportée à Londres pour la faire expertiser, mais je ne l'ai montrée qu'à une seule personne. « Et qui était-ce » demanda Holmes doucement. « Mon fiancé, M. Charles Brigham, avocat à Gray's Inn. Il était fasciné. Il m'a dit avoir lu quelque chose à ce sujet dans une revue historique. 2 jours plus tard, il quittait la ville pour une affaire urgente. Abat. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. » Holmes se leva et commença à faire les 100 pas. « Donc, une broche volée, une menace voilée, un fiancé disparu et un meurtre vieux de plusieurs décennies. Vous m'avez apporté quelque chose qui mérite d'être étudié, mademoiselle Armitage. » Ses yeux s'emplirent de gratitude. « Alors, tu vas prendre mon cas ?» Holmes s'arrêta près du feu, le regard fixé sur les braises. « Dites-moi, mademoiselle Armitage, dans la lettre que vous avez reçue, l'écriture vous semblait-elle familière ?» Elle secoua la tête. « Pas du tout. Et la broche elle-même, pouvez-vous la décrire ? Elle est en argent, en forme de lys, avec un saphir unique en son centre, taille ovale, très foncée. Les pétales sont sertis de minuscules perles de rocaille. Une petite gravure au revers. Les initiales M. Holmes se tourna vers moi. « Watson, je crois que nous devons faire un tour à Kensington avant que le jour ne s'assombrisse davantage. Mademoiselle Armitage, ne rentrez pas chez vous avant que je ne vous donne d'autres instructions. Il est clair que quelqu'un souhaite vous perturber, et on ne sait pas encore s'il cherche votre désarroi ou votre perte. » Elle se leva, visiblement plus calme qu'à son entrée. « Merci, monsieur Holmes. J'attends de vos nouvelles. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Holmes se dirigea vers son bureau et commença à prendre des notes. « Une pièce rare, Watson. La broche au lys bleu appartenait autrefois à la marquise d'Arundel, qu'on croyait perdue lors du grand incendie de 1834. Si ce qu'elle dit est vrai, alors soit le bijou a refait surface, soit quelqu'un est prêt à tuer pour une réplique convaincante. J'ai jeté un coup d'œil à la lettre menaçante, maintenant posée à côté de la pantoufle persane pleine de tabac. Tu penses que c'est plus qu'un cas de vol, alors? Je pense, dit Holmes les yeux brillants, que quelqu'un a tissé un récit plus complexe que ce que nous voyons jusqu'à présent. Mais le fil a été tiré, et maintenant nous suivons. La pluie s'était calmée lorsque Holmes et moi sommes sortis de Baker Street, nos cols relevés pour lutter contre le vent. L'air avait cette odeur particulièrement piquante de la saison, un mélange de pierres mouillées, de fumée de charbon et de feuilles fanées qui me rappelait toujours le champ de bataille entre l'automne et l'hiver. Nous avons hélé un fiacre et sommes partis vers l'ouest, les rues luisant comme de l'encre polie sous l'après-midi déclinant de la ville. Holmes resta silencieux pendant tout le trajet, ses longs doigts croisés devant son menton, le regard perdu dans un lointain calcul. J'avais appris depuis longtemps à ne pas interrompre ses rêveries. Dans cet état, toute remarque extérieure était accueillie par un monosyllabe ou un regard cinglant, suggérant que j'avais tenté d'offrir de la limonade à un chirurgien. Je me suis donc tourné vers mes propres réflexions, repensant à l'étrange visite de mademoiselle Violette Armitage. Il y avait quelque chose d'indéniablement sincère dans son attitude. Sa peur n'était pas feinte, sa détresse trop vive pour être racontée. Et pourtant, Holmes ne l'avait pas insisté sur le meurtre de sa mère, un fait qu'elle avait laissé tomber comme une pierre avant de passer rapidement sous silence. Pourquoi n'avait-il pas posé davantage de questions?
Soupçonnait-il déjà un lien que j'avais manqué? Notre taxi s'arrêta dans une rue bordée d'arbres de Kensington, où des rangées soignées de maisons de ville blanchies à la chaux se dressaient derrière des grilles en fer forgé. Un allumeur de réverbère faisait sa tournée, tandis que nous approchions de la résidence Armitage, une demeure modeste mais de bon goût, avec du lierre en spirale sur sa façade et une lourde porte en chêne ornée, curieusement, d'un heurtoir en laiton en forme de lys. Holmes tapota 2 fois, avec une main gantée, et une servante, jeune aux joues rouges et visiblement surprise, nous fit entrer à la mention de nos noms. Je ne m'attendais pas à recevoir, messieurs. Mademoiselle Violette a seulement laissé des instructions pour... Holmes leva le doigt. Nous n'allons pas déranger le salon, merci. Veuillez nous montrer la chambre de mademoiselle Armitage. Je préférerais commencer là où se trouvait la broche. La jeune fille nous conduisit à l'étage, visiblement perplexe, mais trop bien dressée pour protester. La maison affichait le calme paisible d'un deuil de la haute bourgeoisie. Tapis ornés, meubles disposés avec goût, une table d'appoint jonchée de correspondances non ouvertes. Je remarquai une fine couche de poussière le long de la rampe du couloir. Ce n'était pas un manque d'entretien récent, mais juste assez pour suggérer que la maison n'était ni fréquentée ni joyeusement habitée. Arrivée dans la chambre, la femme de chambre fit une révérence et s'enfuit, ses pas, s'éloignant dans l'escalier. Holmes franchit aussitôt le seuil. C'était une pièce bien aménagée, quoique pas particulièrement grande. Des meubles en palissandre, d'épais rideaux de velours tirés devant la fenêtre et un feu allumé, mais éteint. La coiffeuse se trouvait en face du lit, avec un miroir ovale encadré de dorures. Sur sa surface se trouvaient les accessoires féminins habituels, des brosses en argent, un vaporisateur de parfum, un flacon de teinture de violette et une paire de gants. Holmes s'approcha de la table avec la lenteur et la détermination d'un homme pénétrant dans un lieu sacré. Il se pencha pour inspecter les gants. Remarquez, Watson, le gant droit porte une légère trace de rouge au poignet, comme celle que l'on trouve après s'être poudré le visage. Le gauche est propre, intact. C'est celui qu'elle prétend avoir retrouvé déplacé. Je me suis penché plus près. Est-ce que ce n'aurait pas pu être simplement déplacé par la femme de ménage? Elle a dit que c'était dans son armoire. La coiffeuse et l'armoire sont à 2 extrémités de la pièce. Il a pointé du doigt avec sa canne. La serrure de l'armoire, tu vois, récemment rayée. Quelqu'un a utilisé un double de clé ou une épingle à cheveux pour l'ouvrir. Mais pourquoi ne laisser qu'un seul gant? En effet, Holmes commença à ouvrir les tiroirs de la coiffeuse, un par un d'une main délicate. Aucune trace de la broche ici, mais regardez, ce tiroir est légèrement déformé. Il appuya sur le fond du tiroir le plus bas et avec un léger clic, un faux panneau Cédar révélant un compartiment peu profond à peine assez grand pour cacher une montre de poche. « Vide », murmura Holmes, mais récemment perturbé. La poussière ne s'est pas retombée. Quelqu'un était là, en train de fouiller. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un léger frisson. Les mouvements méthodiques de Holmes, ses déductions discrètes, c'était comme observer un perceur de coffre-fort à l'œuvre, mais au lieu de culbuteur et de levier, il manipulait des couches de logique et d'observation. Il se tourna vers la fenêtre et examina le rebord, puis sortit sur le petit balcon en pierre au-delà. « C'est intéressant, » dit-il. Le balcon est trop étroit pour que plus d'une personne puisse s'y tenir confortablement. Et pourtant, regardez la rouille sur la balustrade. Une marque ici, là où quelqu'un s'est récemment agrippé. Il s'est penché, peut-être pour regarder, en bas, ou pour faire signe à quelqu'un. Il retourna dans la pièce. « Et toi, Watson, qu'en penses-tu » Il désigna le sol près de la cheminée. Une tache noire sur le tapis clair, charbon ou cendre. Je m'accroupis et le touchai. De la cendre, certainement. Mais pas de cette cheminée, elle est froide, et il n'y a pas de traînée de suie correspondante. Ça a été brossé d'une autre source. Exactement. Peut-être à cause d'une chaussure. Quelqu'un est entré dans la pièce de l'extérieur,
ou après avoir visité une autre cheminée. Holmes se leva et fit les 100 pas dans la pièce, les bras derrière le dos, puis s'arrêta au pied du lit. Il y a plus que le vol d'un bibelot, Watson. Une intelligence est en jeu, une intelligence qui préfère la suggestion à l'action. Celui qui est entré dans cette pièce voulait perturber mademoiselle Armitage, voulait qu'elle croirait elle était surveillée. Une pression psychologique, murmurai-je. Oui, et maintenant réfléchissez à ceci. La broche a déjà disparu une fois, il y a 18 ans, lorsque la mère de mademoiselle Armitage a été assassinée. Quelles sont, à votre avis, les chances qu'elle disparaisse, encore quelques jours seulement après sa réapparition? Disparaître 2 fois. J'hésitais. Trop pratique pour être une coïncidence. Holmes se tourna vers moi les yeux brillants. Exactement. Maintenant, ajoutons une couche supplémentaire. Mademoiselle Armitage n'a montré la broche qu'à son fiancé, Charles Brigham. Lui aussi a disparu comme par hasard. Vous le soupçonnez? Je ne soupçonne personne. Mais je ne fais confiance à personne non plus. Pas encore. Il se tourna vers l'armoire et l'ouvrit d'un coup. Elle contenait une modeste collection de robes, la plupart au ton sobre. Holmes tira une boîte de l'étagère du haut et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs vieilles lettres, nouées de rubans, ainsi qu'un daguerréotype représentant une femme remarquable, aux cheveux noirs et au regard mélancolique. « Sa mère », dis-je doucement. Holmes examina la photographie avec détachement puis parcourut les lettres. Adressées à Margaret Armitage. Certaines signées A, d'autres non signées. Aucune du père, curieusement. Celle-ci, voyez-vous comme elle est pliée, ouverte et repliée plusieurs fois. Une lettre précieuse, ou une lettre d'inquiétude. Il le remit soigneusement. J'en place et ferma la boîte. Nous devons en apprendre davantage sur la mort de la mère, a déclaré Holmes. Cela dépend trop souvent d'une histoire que nous ne connaissons pas encore. Par où commencer? Avec la seule personne qui pourrait le savoir le mieux, M. Armitage lui-même, s'il est en ville. Holmes remit la boîte en place, ferma l'armoire et remit les gants en place sur la coiffeuse. « Venez, Watson. Le jeu est en cours, mais pas encore. Je souhaite parler à un bibliothécaire. » Un bibliothécaire, Holmes sourit. En effet, la London Society for Historical Ornamentation conserve des archives sur les bijoux rares et leur provenance. Si la broche au lys bleu a fait partie de la collection de la marquise d'Arundel, elle doit être répertoriée quelque part. Retrouvons la trace du bijou et nous pourrions peut-être retrouver son détenteur. Alors que nous retournions dans l'air froid de Kensington, je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la maison. Elle était redevenue silencieuse, ses secrets repliés à l'intérieur, comme un gant remis dans un tiroir par des mains invisibles. Le lendemain matin, Londres émergea de son sommeil humide sous un voile de givre fragile. Les sabots des chevaux claquaient plus vivement. Le souffle s'échappait visiblement dans les rues, et l'odeur des châtaignes grillées se mêlait à la fumée de charbon dans l'air vif. Holmes et moi quittâmes Baker Street peu après 10 heures, pour nous rendre dans les couloirs calmes et peu fréquentés du Société londonienne d'ornementation historique, une institution dont Holmes m'a assuré qu'elle était à la fois une archive et un sanctuaire pour les excentriques de convictions antiquaires. Il est curieux, a remarqué Holmes alors que nous montions dans l'omnibus à Regent's Park, de voir à quel point la vérité se cache souvent, non pas dans ce qui est nouveau et bruyant, mais dans ce qui est ancien et presque oublié. Tu aimes la broche? Exactement. S'il s'agit, comme le prétend Miss Armitage, du lys bleu porté autrefois par la marquise d'Arundel, alors il est passé entre plus de mains que nous ne le pensons. Et si ce n'est pas le même, alors quelqu'un veut nous le faire croire. Le bâtiment de la société se dressait dans une ruelle tranquille, près de Lincoln's Inn Fields, un édifice en pierre grise, drapé de lierre, avec de hautes fenêtres qui semblaient n'avoir pas été ouvertes depuis la Restauration. À l'intérieur, l'air était frais et embaumait les reliures de cuir et les encriers en fer. Nous fûmes accueillis par un homme rondouillard portant des lunettes à monture métallique
et un cardigan à col châle qui se présenta comme M. Percival Thorne, archiviste adjoint. Holmes lui tendit une carte et s'appuya légèrement sur sa canne. Nous recherchons des documents relatifs à un objet particulier, connu sous le nom de broche au lys bleu. De la fin de l'époque géorgienne, on pense qu'elle aurait appartenu à la marquise d'Arundel. Elle a peut-être disparu après l'incendie de 1834. Les sourcils de Thorne se haussèrent derrière ses lunettes. Ah, le lys d'Arundel. Oui, oui, une pièce chargée d'histoire, si je me souviens bien. Un saphir au centre, des perles de culture. Oui, il y a eu une petite exposition en 1892 sur les bijoux disparus liés à la couronne. Venez, on trouvera peut-être quelque chose dans les registres du conservateur. Il nous fit passer devant de hautes étagères et des vitrines remplies de fermoirs anciens, d'alliances et de châtelaines, jusqu'à une pièce éclairée par une verrière en forme de dôme. Thorne sortit d'une armoire un épais volume relié et le déposa avec révérence sur un bureau en noyer. Holmes prit la chaise et je me penchai sur son épaule, tandis que les pages tournaient. Des notes soignées, des entrées datées, un compte, rendu méticuleux des broches, des diadèmes, des épingles et des ornements obscurs perdus ou volés au fil des décennies. « Tiens » dit Holmes en tapotant une page broche lys bleue, attribuée à la maison Fabreau vers 1793. Argent, serti de saphirs de Ceylan et de perles de culture. Offerte à Lady Margaret Alwyn, future marquise d'Arundel, à l'occasion de ses fiançailles. Représentée sur un portrait de Lavin 1798, disparue après l'incendie de Windsor, présumée détruite. Une réplique remarquable, tentée dans les années 1860 par le faussaire E. Meyerling, non retrouvé, a été réalisée. Holmes lut la dernière ligne 2 fois, puis leva les yeux vers Thorne. Ce faussaire Meyerling, que sait-on de lui? Thorne ricana. Un homme, haut en couleur. Il opérait à Anvers puis à Montmartre. Connu pour ses fausses boucles d'oreilles de l'époque des Habsbourg et ses tabatières Louis XV. Un véritable menteur. Disparu vers 1871, je crois. Une de ses prétendues répliques, une bague napoléonienne, a trompé le Louvre. Les yeux de Holmes brillèrent, et s'il faisait une réplique du lys bleu. Thorne ajusta ses lunettes. Il serait quasiment impossible de le distinguer de l'original. Meyerling était aussi bien. Mais aucun de ses bijoux n'a jamais été rendu public. On raconte qu'il gardait ses plus beaux bijoux pour une collection privée. Certains murmuraient même qu'il avait trouvé un acheteur parmi la noblesse. « Fascinant », murmura Holmes en se levant de son bureau. « Vous avez été d'une grande aide, monsieur Thorne ?» Thorne rayonna. « Tout à fait, monsieur. Le lys bleu est depuis longtemps l'un de ces trésors dont on murmure, un mythe enveloppé d'argent. S'il refait surface, la société sera ravie de l'examiner. » Dehors, alors que nous retournions dans la rue, Holmes alluma une cigarette avec une main gantée et marcha dans un silence pensif. « Je suppose que ça complique les choses, » dis-je. « Si la broche est authentique, ça augmente les enjeux. Si c'est un faux, on traque un fantôme. Ou alors nous poursuivons l'homme qui a libéré le fantôme, » répondit Holmes. « Nous avons hélé un taxi jusqu'à Gray's Inn, notre prochaine étape. » Holmes avait exprimé le souhait de parler avec M. Charles Brigham, le fiancé disparu de Miss Armitage, dont la broche avait suscité une intense curiosité. Restait-il à déterminer si cette curiosité était historique ou empreinte de convoitise? Le cabinet Brigham & Westcott donnait sur un tribunal calme du district juridique, et nous avons été reçus par un jeune greffier harassé aux doigts tachés d'encre qui a confirmé que M. Brigham était bien toujours absent à Bath pour des affaires urgentes. « Avez-vous son adresse de réexpédition » demanda Holmes d'un ton conversationnel. « J'ai bien peur que non, monsieur. Il est parti subitement vendredi dernier et nous n'avons reçu qu'un télégramme hier annonçant son retour avant la fin de la semaine. » Holmes pencha la tête. « Vous ne trouvez pas ça bizarre ?» Le commis hésita. « Eh bien, monsieur, nous devions rencontrer un client ce matin-là.
Monsieur Brigham devait apporter le contrat. Il n'est jamais arrivé. Il n'a donné de nouvelles que plusieurs jours plus tard, plutôt inhabituel. Merci, dit Holmes et nous partîmes. Une fois dehors, Holmes esquissa un léger sourire. Ça se complique, Watson. Brigham devait assister à une importante affaire judiciaire et il a tout simplement disparu. Maintenant, il envoie des télégrammes. Vagues et ne laisse aucune adresse. Je crois que nous devons faire un saut à Bath ou du moins à la gare. Tu penses qu'il n'y est pas allé du tout? Ou, s'il l'a fait, c'était pour d'autres raisons. Mais avant de partir vers l'ouest, parlons à un homme qui se souvient du passé avec une langue plus acérée. De qui parles-tu? Le père de mademoiselle Armitage. Nous sommes retournés à Baker Street juste après midi pour trouver une note attendant Holmes, écrite d'une écriture que je reconnaissais grâce à des correspondances précédentes, fortes, efficaces et sans ornementation. Monsieur Holmes, je comprends que vous vous intéressez à l'affaire concernant ma fille. Vous êtes le bienvenu pour me rendre visite dès que possible, mais je dois vous prévenir. Il y a des portes qu'il vaut mieux laisser fermées. Edwin Armitage Holmes me tendit le mot en haussant les sourcils. Maintenant que, a-t-il dit, est un homme qui sait quelque chose qu'il ne souhaite pas dévoiler. 1 heure plus tard, nous étions assis dans le salon d'une maison haute et étroite de Harley Street. Monsieur Edwin Armitage, c'était un homme d'une 60aine d'années, mince, aux cheveux argentés, coiffés en arrière, et dont l'expression, visiblement insensible au chagrin, restait indéchiffrable. Sa poignée de main était ferme, son regard perçant. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il sans préambule. « Quand Violette m'a dit qu'elle avait retrouvé la broche, je lui ai conseillé de la détruire, de la brûler. Elle aurait dû disparaître avec son histoire. »« Alors il est, la même broche, » a déclaré Holmes. « Je le crois. Ou une ressemblance diabolique. L'un ou l'autre me suffit. Votre femme a été assassinée, » dit Holmes doucement. « Vous ne vous êtes jamais remarié. Et la broche a disparu cette nuit-là » Armitage serra les dents. « Ma femme, Margaret, a été retrouvée dans le jardin. Aucun témoin. La broche avait été enfermée dans un petit coffret à bijoux dont elle gardait la clé sur elle. Le coffret a été forcé et la serrure a été cassée. Y avait-il des suspects? La police n'a pu en arrêter aucun. Ils ont interrogé le valet de pied, un cousin de Margaret, un certain monsieur Alton, même sa dame de compagnie. Mais il n'y avait rien, aucune trace d'effraction, rien de volé à part la broche. Pourtant, vous croyez que c'est la raison pour laquelle elle est morte? Je l'ai toujours fait. La famille de Margaret était fière. Cette broche comptait plus pour elle que n'importe quelle somme d'argent. Elle ne la portait qu'une fois par an. Je me souviens de la dernière fois, notre anniversaire, 2 semaines avant sa mort. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Armitage regarda longuement le feu avant de répondre. Oui, mais pas le genre qui s'annonce. Connaissiez-vous un homme du nom de Meyerling? À ces mots, Armitage tourna brusquement la tête. Pourquoi le mentionnes-tu? Holmes se pencha en avant. Parce que le lys bleu n'est peut-être pas la seule chose revenue du passé. Armitage se leva. Messieurs, je pense que nous en avons assez parlé pour aujourd'hui. Dehors, alors que nous sortions une fois de plus dans l'air froid, la foulée de Holmes s'accéléra. Watson, dit-il, nous avons tourné autour de la vérité, sans avancer vers elle. La prochaine étape est de retrouver Charles Brigham, s'il n'est pas déjà mort. Le lendemain matin, un givre friable recouvrait les toits, le ciel formant un dôme opaque d'étain au-dessus de la ville. Le brouillard s'était temporairement dissipé, mais un étrange calme régnait sur Londres, comme si la métropole elle-même retenait son souffle. Holmes était déjà à la table du petit déjeuner lorsque je sortis de ma chambre. Une pile de télégrammes devant lui, son thé intact refroidissant de minute en minute. « Tu as été occupé, je vois », ai-je remarqué en me versant une tasse. Holmes fit un geste vers la correspondance. « J'ai effectué plusieurs recherches, une à Bath, bien sûr, les autres auprès de divers registres, archives, et une enquête discrète auprès du service des archives de Scotland Yard concernant le nom Meyerling. Je soupçonne que nous approchons d'un tournant dans cette affaire. » Je sirotais mon thé et le regardais trier les papiers,
avec l'efficacité d'un homme réorganisant des pièces d'échecs. Des nouvelles de Brigham? Pas encore. Mais j'ai pris la liberté d'envoyer un télégramme au Royal Crescent Hotel de Bath, l'un des 3 seuls établissements fréquentés par un avocat de sa réputation. La réponse est arrivée il y a 10 minutes. Monsieur Brigham n'est jamais arrivé. Mon front se fronça. Alors où est-il? Les doigts de Holmes se joignirent. C'est précisément la question. Et je commence à soupçonner que nous avons peut-être mal synchronisé les mouvements de notre coupable. Avant que je puisse répondre, un coup sec retentit dans l'appartement. Holmes se leva vivement et ouvrit lui-même la porte. La voix de Madame Hudson résonna dans l'escalier. « Un gentleman désire vous voir, Monsieur Holmes. Il dit que cela concerne Monsieur Charles Brigham. » Le visiteur fut introduit dans notre salon, un homme nerveux d'une 40aine d'années, au regard vif et aux doigts tachés d'encre. Il se présenta comme Monsieur Lionel Westcott, associé du cabinet Brigham. « Pardonnez mon intrusion, messieurs, » dit-il en s'inclinant légèrement, « mais j'ai préféré vous parler directement, comte, tenu des circonstances. J'ai cru comprendre que vous posiez des questions sur Charles. Nous l'avons fait, » répondit Holmes, « et nous vous remercions de votre franchise. Je vous en prie, asseyez-vous. » Westcott prit le fauteuil en face de Holmes. « Pour être franc, je ne sais pas où est Charles. Il a disparu sans prévenir. Je ne l'ai pas revu depuis vendredi matin. Tu l'attendais ce jour-là? » « Oui, nous devions rencontrer un client. Une affaire très délicate concernant des litiges successoraux. Charles n'est jamais venu et n'a laissé aucun message. » Holmes hocha la tête. « Et ça ne lui ressemblait pas? Pas le moins du monde. Il est méticuleux, ponctuel, souvent insupportablement. » Westcott ajusta ses menottes. « Mais ce n'est pas tout. Hier matin, une lettre est arrivée, postée de Paddington. Elle portait son écriture, mais j'ai trouvé le contenu étrange. Il sortit une feuille pliée de son manteau et la tendit à Holmes qui la lut en silence. Je me penchai par-dessus son épaule et compris les mots. Tenté dans les années 1860 par le faussaire E. Meyerling, non retrouvé, a été réalisé. Holmes lut la dernière ligne 2 fois, puis leva les yeux vers Thorne. Ce faussaire Meyerling, que sait-on de lui? Thorne ricana. Un homme, haut en couleur. Il opérait à Anvers puis à Montmartre. Connu pour ses fausses boucles d'oreilles de l'époque des Habsbourg et ses tabatières Louis XV. Un véritable menteur. Disparu vers 1871, je crois. Une de ses prétendues répliques, une bague napoléonienne, a trompé le Louvre. Les yeux de Holmes brillèrent, et s'il faisait une réplique du lys bleu. Thorne ajusta ses lunettes. Il serait quasiment impossible de le distinguer de l'original. Meyerling était aussi bien. Mais aucun de ses bijoux n'a jamais été rendu public. On raconte qu'il gardait ses plus beaux bijoux pour une collection privée. Certains murmuraient même qu'il avait trouvé un acheteur parmi la noblesse. « Fascinant », murmura Holmes en se levant de son bureau. « Vous avez été d'une grande aide, monsieur Thorne ?» Thorne rayonna. « Tout à fait, monsieur. Le lit bleu est depuis longtemps l'un de ces trésors dont on murmure, un mythe enveloppé d'argent. S'il refait surface, la société sera ravie de l'examiner. » Dehors, alors que nous retournions dans la rue, Holmes alluma une cigarette avec une main gantée et marcha dans un silence pensif. « Je suppose que ça complique les choses, » dis-je. « Si la broche est authentique, ça augmente les enjeux. Si c'est un faux, on traque un fantôme. Ou alors nous poursuivons l'homme qui a libéré le fantôme, » répondit Holmes. « Nous avons hélé un taxi jusqu'à Gray's Inn. Notre prochaine étape. » Holmes avait exprimé le souhait de parler avec M. Charles Brigham, le fiancé disparu de Miss Armitage, dont la broche avait suscité une intense curiosité. Restait-il à déterminer si cette curiosité était historique ou empreinte de convoitise? Le cabinet Brigham & Westcott donnait sur un tribunal calme du district juridique, et nous avons été reçus par un jeune greffier harassé aux doigts tachés d'encre qui a confirmé que M. Brigham était bien toujours absent à Bath pour des affaires urgentes,
Avez-vous son adresse de réexpédition » demanda Holmes d'un ton conversationnel. « J'ai bien peur que non, monsieur. Il est parti subitement vendredi dernier et nous n'avons reçu qu'un télégramme hier annonçant son retour avant la fin de la semaine. » Holmes pencha la tête. « Vous ne trouvez pas ça bizarre ?» Le commis hésita. « Eh bien, monsieur, nous devions rencontrer un client ce matin-là. Monsieur Brigham devait apporter le contrat. Il n'est jamais arrivé. Il n'a donné de nouvelles que plusieurs jours plus tard. Plutôt inhabituel. »« Merci, » dit Holmes et nous partîmes. Une fois dehors, Holmes esquissa un léger sourire. « Ça se complique, Watson. Brigham devait assister à une importante affaire judiciaire et il a tout simplement disparu. Maintenant, il envoie des télégrammes. Vagues et ne laisse aucune adresse. Je crois que nous devons faire un saut à Bath ou du moins à la gare. Tu penses qu'il n'y est pas allé du tout, ou s'il l'a fait, c'était pour d'autres raisons. Mais avant de partir vers l'ouest, parlons à un homme qui se souvient du passé avec une langue plus acérée. De qui parles-tu ? Le père de mademoiselle Armitage. Nous sommes retournés à Baker Street juste après midi pour trouver une note attendant Holmes, écrite d'une écriture que je reconnaissais grâce à des correspondances précédentes, fortes, efficaces et sans ornementation. Monsieur Holmes, je comprends que vous vous intéressez à l'affaire concernant ma fille. Vous êtes le bienvenu pour me rendre visite dès que possible, mais je dois vous prévenir. Il y a des portes qu'il vaut mieux laisser fermées. Edwin Armitage Holmes me tendit le mot en haussant les sourcils. « Maintenant que, a-t-il dit, est un homme qui sait quelque chose qu'il ne souhaite pas dévoiler. » Une heure plus tard, nous étions assis dans le salon d'une maison haute et étroite de Harley Street. Monsieur Edwin Armitage, c'était un homme d'une 60aine d'années, mince, aux cheveux argentés, coiffés en arrière, et dont l'expression, visiblement insensible au chagrin, restait indéchiffrable. Sa poignée de main était ferme, son regard perçant. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il sans préambule. « Quand Violette m'a dit qu'elle avait retrouvé la broche, je lui ai conseillé de la détruire, de la brûler. Elle aurait dû disparaître avec son histoire. »« Alors il est, la même broche, » a déclaré Holmes. « Je le crois. Ou une ressemblance diabolique. L'un ou l'autre me suffit. Votre femme a été assassinée, » dit Holmes doucement. « Vous ne vous êtes jamais remarié. Et la broche a disparu cette nuit-là » Armitage serra les dents. « Ma femme, Margaret, a été retrouvée dans le jardin. Aucun témoin. La broche avait été enfermée dans un petit coffret à bijoux dont elle gardait la clé sur elle. Le coffret a été forcé et la serrure a été cassée. Y avait-il des suspects? La police n'a pu en arrêter aucun. Ils ont interrogé le valet de pied, un cousin de Margaret, un certain monsieur Alton, même sa dame de compagnie. Mais il n'y avait rien, aucune trace d'effraction, rien de volé à part la broche. Pourtant, vous croyez que c'est la raison pour laquelle elle est morte? Je l'ai toujours fait. La famille de Margaret était fière. Cette broche comptait plus pour elle que n'importe quelle somme d'argent. Elle ne la portait qu'une fois par an. Je me souviens de la dernière fois, notre anniversaire, 2 semaines avant sa mort. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Armitage regarda longuement le feu avant de répondre. Oui, mais pas le genre qui s'annonce. Connaissiez-vous un homme du nom de Meyerling? À ces mots, Armitage tourna brusquement la tête. Pourquoi le mentionnes-tu? Holmes se pencha en avant. Parce que le lys bleu n'est peut-être pas la seule chose revenue du passé. Armitage se leva. Messieurs, je pense que nous en avons assez parlé pour aujourd'hui. Dehors, alors que nous sortions une fois de plus dans l'air froid, la foulée de Holmes s'accéléra. Watson, dit-il, nous avons tourné autour de la vérité, sans avancer vers elle. La prochaine étape est de retrouver Charles Brigham, s'il n'est pas déjà mort. Le lendemain matin, un givre friable recouvrait les toits, le ciel formant un dôme opaque d'étain au-dessus de la ville. Le brouillard s'était temporairement dissipé, mais un étrange calme régnait sur Londres, comme si la métropole elle-même retenait son souffle. Holmes était déjà à la table du petit déjeuner lorsque je sortis de ma chambre. Une pile de télégrammes devant lui, son thé intact refroidissant de minute en minute. « Tu as été occupé, je vois », ai-je remarqué en me versant une
Tasse, Holmes fit un geste vers la correspondance. J'ai effectué plusieurs recherches, une à Bath, bien sûr, les autres auprès de divers registres, archives, et une enquête discrète auprès du service des archives de Scotland Yard concernant le nom Meyerling. Je soupçonne que nous approchons d'un tournant dans cette affaire. Je sirotais mon thé et le regardais trier les papiers avec l'efficacité d'un homme réorganisant des pièces d'échecs. Des nouvelles de Brigham? Pas encore. Mais j'ai pris la liberté d'envoyer un télégramme au Royal Crescent Hotel de Bath, l'un des 3 seuls établissements fréquentés par un avocat de sa réputation. La réponse est arrivée il y a 10 minutes. Monsieur Brigham n'est jamais arrivé. Mon front se fronça. Alors où est-il? Les doigts de Holmes se joignirent. C'est précisément la question. Et je commence à soupçonner que nous avons peut-être mal synchronisé les mouvements de notre coupable. Avant que je puisse répondre, un coup sec retentit dans l'appartement. Holmes se leva vivement et ouvrit lui-même la porte. La voix de Madame Hudson résonna dans l'escalier. « Un gentleman désire vous voir, Monsieur Holmes. Il dit que cela concerne Monsieur Charles Brigham. » Le visiteur fut introduit dans notre salon, un homme nerveux d'une 40aine d'années, au regard vif et aux doigts tachés d'encre. Il se présenta comme Monsieur Lionel Westcott, associé du cabinet Brigham. « Pardonnez mon intrusion, messieurs, » dit-il en s'inclinant légèrement, « mais j'ai préféré vous parler directement, comte, tenu des circonstances. J'ai cru comprendre que vous posiez des questions sur Charles. Nous l'avons fait, » répondit Holmes, « et nous vous remercions de votre franchise. Je vous en prie, asseyez-vous. » Westcott prit le fauteuil en face de Holmes. « Pour être franc, je ne sais pas où est Charles. Il a disparu sans prévenir, je ne l'ai pas revu depuis vendredi matin. Tu l'attendais ce jour-là? » « Oui, nous devions rencontrer un client. Une affaire très délicate concernant des litiges successoraux. Charles n'est jamais venu et n'a laissé aucun message. » Holmes hocha la tête. « Et ça ne lui ressemblait pas? Pas le moins du monde. Il est méticuleux, ponctuel, souvent insupportablement. » Westcott ajusta ses menottes. « Mais ce n'est pas tout. Hier matin, une lettre est arrivée, postée de Paddington. Elle portait son écriture, mais j'ai trouvé le contenu étrange. Il sortit une feuille pliée de son manteau et la tendit à Holmes qui la lut en silence. Je me penchai par-dessus son épaule et compris les mots. « Cher Lionel, une affaire personnelle est survenue et requiert toute mon attention. Je vous prie de bien vouloir gérer toute la correspondance interne en mon absence. Je serai de retour dans 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoins temporairement. » Cordialement, Charles Holmes lui rendit le mot. « C'est bien lui qui l'écrit? Je le crois. Mais le ton est inapproprié. Charles ne me confierait jamais les affaires de l'entreprise, sauf s'il était gravement malade ou soumis à des pressions. Est-ce qu'il vous a parlé d'une certaine Miss Violette Armitage? » Westcott fronça les sourcils. « Oui, c'est vrai. Ils se sont fiancés plus tôt cette année. Il était plutôt sous son charme. Pourquoi cette question? Parce que peu avant sa disparition, Mademoiselle Armitage lui a montré un objet de grande valeur, une broche. Il s'y est montré très intéressé. » Westcott réfléchit à cela. « C'est troublant. Charles était fasciné par les antiquités, certes, mais pas celles qu'on porte. Il préférait les parchemins et les vieilles cartes. Pourtant, il savait rester discret quand quelque chose l'intriguait, et ces derniers temps, il semblait distrait. » Holmes se pencha en avant. « Croyez-vous qu'il soit parti de son plein gré ?» Westcott expira lentement. « Non, non, je ne le crois pas non plus, mais je ne crois pas qu'il soit en danger, physiquement du moins. Plus probablement, il a découvert quelque chose, et il le garde secret, jusqu'à ce qu'il puisse agir. » L'expression de Holmes restait indéchiffrable, mais je reconnaissais cette lueur dans ses yeux, le moment où un motif se forme juste sous la surface. Alors que Westcott partait, Holmes retourna à la cheminée et alluma une nouvelle cigarette. « Il y a quelque chose d'artificiel dans cette disparition, » a-t-il déclaré.
La lettre est censée rassurer, mais ce faisant, elle attire l'attention. L'homme disparaît à la veille d'une obligation légale, envoie un message vague et ne laisse aucune trace. C'est moins une retraite qu'une sortie. Théâtral. Il se leva et se dirigea vers le plan de Londres accroché au mur à côté de son bureau. Au crayon, il marqua Kensington, Gray's Inn, Paddington et Bath. 4 points. Un fil. La broche les relie, mais je soupçonne aussi quelque chose de plus ancien. Peut-être quelque chose enfoui dans ce meurtre oublié depuis longtemps. Alors vous croyez que la réapparition de la broche a été orchestrée ? Demandai-je. Je crois que c'était chronométré, répondit Holmes, et chronométré par quelqu'un qui connaît l'histoire. Un silence s'installa entre nous, puis Holmes se retourna brusquement. « Viens, Watson, je souhaite retourner auprès de mademoiselle Armitage. Il y a un point que nous avons oublié de lui expliquer, quelque chose dont elle ignore peut-être même l'existence. » Le retour à Kensington fut rapide, et les nuages au-dessus de nos têtes recommencèrent à tourbillonner de façon inquiétante, comme pour faire écho à l'urgence de Holmes. Mademoiselle Armitage nous reçut au salon, encore plus pâle qu'auparavant, les mains jointes sur ses genoux. « Monsieur Holmes, dit-elle, avez-vous trouvé quelque chose ? » « Mademoiselle Armitage, je dois vous poser une question directe. Votre mère vous a-t-elle jamais parlé de la nuit de sa mort ? Pas de l'événement lui-même, mais de quelque chose d'étrange qui l'a précédé. D'une visite, d'une lettre, d'une dispute ? Les yeux de mademoiselle Armitage parcoururent la pièce comme à la recherche de fantômes. Non, enfin, pas exactement. Mais je me souviens de quelque chose. J'étais très jeune, mais je me souviens m'être réveillé la nuit et avoir entendu la voix de ma mère. Elle était dans le jardin en train de parler à quelqu'un. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre du palier et j'ai essayé d'écouter, mais je n'ai saisi qu'une phrase. Elle a dit « Tu n'y as aucun droit, quelle que soit ta naissance ». Puis ce fut le silence, et au matin, elle avait disparu. Holmes resta parfaitement immobile. « Et votre père a-t-il déjà mentionné cela ?» Jamais. Quand je lui ai posé la question, des années plus tard, il m'a répondu que j'avais rêvé, mais je sais que non. Avez-vous reconnu l'autre voix ? Elle hésita. Non, juste que c'était un homme, et en colère. Holmes se retourna et fit les 100 pas dans la pièce. Mademoiselle Armitage, la broche, quand votre tante est morte et qu'on l'a retrouvée parmi ses affaires, était-elle simplement dans sa boîte à bijoux ? Non, répondit-elle. Il était caché dans un double fond sous un tiroir. Le notaire l'a trouvé lors de l'inventaire. Curieux, murmura Holmes. Très curieux. Il s'approcha de la cheminée et examina les photographies accrochées à la cheminée. L'une d'elles représentait une femme que je supposais être la tante, au visage sévère et sans sourire. « Est-ce que ta tante et ta mère s'entendaient ?»« Bien ?» Mademoiselle Armitage hocha la tête. « Ils étaient assez proches dans leur jeunesse, je crois, mais quelque chose a changé plus tard. Ils ont arrêté de se voir. » Holmes se tourna vers moi avec un regard qui suggérait que la tempête avait éclaté derrière ses yeux. « Nous poursuivons 2 ombres, Watson. L'une est moderne, l'autre projetée il y a longtemps. » Il se tourna vers mademoiselle Armitage. « Soyez prudente, mademoiselle Armitage. Quelqu'un a ravivé un chapitre de l'histoire de votre famille qui était censé rester secret. Le lys bleu n'est pas qu'un ornement, c'est un symbole, une clé, peut-être même une revendication. »« À quoi ?» murmura-t-elle. Holmes secoua la tête. « C'est ce que nous devons apprendre. » Nous sommes repartis dans le crépuscule qui s'installait, la brume s'élevant de la rue tel un rideau se levant sur un acte plus sombre. Holmes est resté silencieux jusqu'à Baker Street, et je n'ai pas insisté. Mais je le sentais. L'affaire avait basculé, un meurtre non élucidé. Une broche réapparaît en secret. Un homme disparaît et une fausse piste est tracée avec précision. « Demain, » dit Holmes alors que nous atteignions notre porte. Nous voyageons pour le Derbyshire. Notre voyage vers le Derbyshire commença aux premières lueurs du jour. Le train filait vers le nord, à travers une campagne couleur ardoise,
les vitres, embuées par le souffle et la condensation, tandis que défilaient des champs couverts de givre. Holmes garda un silence habituel pendant une grande partie du trajet, à l'exception de quelques murmures occasionnels, tandis qu'il griffonnait des lignes dans son carnet. Il avait emporté pas moins de 3 journaux, mais il n'en lut aucun. Son esprit était visiblement ailleurs, de retour à Kensington peut-être, ou plus loin encore, retraçant l'empreinte fantomatique d'un meurtre vieux de plusieurs décennies. J'avais appris depuis longtemps que le rythme de la déduction n'était pas toujours linéaire. Les silences de Holmes étaient souvent plus productifs que les conversations. C'étaient les moments où les éléments disparates d'une affaire, les mensonges, les omissions, les détails opportunément oubliés, commençaient à se mettre en place. Il était passé midi lorsque nous sommes arrivés dans la petite ville de Bakewell, où la tante de Miss Armitage, la regrettée Madame Clarissa Davington, avait résidé dans cette maison jusqu'à sa mort subite quelques mois plus tôt. La maison elle-même se dressait à la limite de la ville. Une vieille maison en pierre flanquée de murets et entourée d'arbres nus qui projetaient de longues ombres squelettiques sur l'herbe gelée. L'air était pur mais vif, chargé d'une odeur de fumée provenant de cheminées lointaines et d'une odeur plus subtile, du bois humide peut-être, ou de vieux tissus laissés trop longtemps au froid. Nous avons été accueillis à la porte par une femme aux cheveux gris portant un tablier amidonné qui s'est présentée comme une belle amie, la gouvernante. Son avocat a dit que quelqu'un pourrait venir récupérer le bijou, dit-elle en scrutant Holmes avec une curiosité prudente. « Vous êtes donc de Londres ?»« Oui, » répondit Holmes d'un ton posé. « Nous menons une enquête discrète au nom de la famille. J'ai cru comprendre que vous étiez avec Madame Davington depuis de nombreuses années. 17 ans, dit Madame Bellamy en croisant les mains. C'était une femme difficile, mais jamais cruelle, toujours une dame. Et tu étais là quand elle est décédée ? La gouvernante hocha la tête. Effondrée sur sa chaise près de la fenêtre. Un AVC, dit le médecin. Apaisée finalement, et la broche, on l'a retrouvée après lors de l'inventaire. Dans un tiroir caché de son bureau à l'étage. Je n'ai jamais su qu'elle l'avait. L'avocat, maître Gaines, non plus. Holmes hocha la tête. Pourriez-vous nous montrer le bureau ? Madame Bellamy nous conduisit à l'étage dans un modeste bureau. La pièce était froide et sentait le renfermer, les rideaux à moitié tirés. Un bureau se dressait sous la fenêtre, richement décoré, quoique visiblement vieilli. Holmes s'en approcha avec révérence et s'agenouilla pour examiner les tiroirs. C'était le deuxième à gauche, expliqua Madame Bellamy. Il y a un loquet derrière le panneau inférieur. Holmes le trouva rapidement, appuyant contre une encoche à peine perceptible dans le bois. Le tiroir s'ouvrit avec un clic, révélant le compartiment caché peu profond. Vide maintenant, bien sûr, mais tapissé d'une légère empreinte dans le velours, grossièrement ovale, avec des prolongements en forme de pétales. « Elle est restée là un certain temps, » murmura Holmes. « Voyez-vous, Watson, le contour est toujours là, mais remarquez la légère couche de poussière qui l'entoure. Elle a été nettoyée avec soin, mais la présence de la broche n'était pas récente. Je dirais au moins 1 an, peut-être plus. J'ai jeté un coup d'œil à Madame Bellamy. Mais la tante est morte il y a quelques mois seulement. Oui, dit-elle en fronçant les sourcils. Il était donc caché ici bien avant sa mort. Holmes se leva et fit face à la fenêtre. Et personne n'est jamais venu la voir à cette époque qui aurait pu s'intéresser à une telle chose. Un seul, dit la gouvernante après une pause. Un homme. Il est venu 2 fois, toujours le soir. Bien habillé. Poli, mais étrange. Holmes se retourna brusquement. A-t-il donné un nom? Non. Il a dit que c'était une connaissance de Londres. Ils se sont disputés une 2e fois. J'ai entendu des voix s'élever. Il est parti précipitamment, et Madame Davington est restée silencieuse de la soirée. Elle semblait effrayée. Pouvez-vous le décrire? Grand, manteau sombre. Il portait des gants même à l'intérieur, et je me souviens d'autre chose. Il avait une chevalière, en or,
avec un lys. Gravé dessus, Holmes et moi avons échangé un regard. C'était subtil, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. « Cette bague, dit-il, n'est pas qu'un simple ornement, c'est un symbole. Peut-être même une clé. Nous avons quitté Madame Bellamy avec un mot gentil et avons rebroussé chemin à travers la maison silencieuse. En bas, Holmes s'est arrêté dans le salon et m'a fait signe de le suivre. « Remarquez ceci, Watson, dit-il en désignant la cheminée. Des cendres récemment retirées, des bûches empilées trop soigneusement pour une pièce inutilisée depuis la mort de la tante. » Il s'accroupit et examina le foyer de plus près. Et là, des morceaux de papier carbonisé. Je me suis penché à côté de lui, tandis qu'il soulevait délicatement un petit fragment noirci du bout de son crayon. Il restait une ligne d'encre incomplète. « Ne le possédera jamais. M.A. a été prévenu. » Les yeux de Holmes se plissèrent. M.A. Margaret Armitage. C'était une lettre, ou une copie, peut-être de la mère à sa sœur. « Mais pourquoi le brûler maintenant ?» demandai-je. « Parce que quelqu'un est revenu, peut-être pour détruire un lien, ou peut-être pour voir si la broche avait été réclamée. » Nous sommes restés silencieux un moment, avant que Holmes ne se redresse. « Cette chevalière me trouble, dit-il. Un lys gravé en or. Elle évoque une organisation, ou du moins une motivation personnelle. Cet homme, quel qu'il soit, n'était pas venu pour le thé. Il était venu pour faire pression. Nous sommes retournés à la gare de Bakewell et avons pris le train de fin d'après-midi à destination de Londres. Tandis que les roues tournaient sous nous, Holmes reprit sa place à la fenêtre, mais cette fois, son expression était moins distante. Il semblait agité, incertain pour la première fois depuis des jours. « Il y a une conspiration cachée sous cette broche, » dit-il doucement. « Une conspiration antérieure à la naissance de Mademoiselle Armitage. La mort de sa mère n'était pas une tragédie isolée. C'était le premier acte d'un complot calculé. Pour obtenir la broche, pour obtenir quelque chose à travers. « La broche, » répondit Holmes, « ce n'est peut-être pas le bijou qu'il recherche. C'est peut-être ce qu'elle révèle, légalement, symboliquement, voire socialement. » Je le fixai du regard. Une réclamation? En effet, peut-être une légitimité, une lignée. La déclaration entendue par « Miss Armitage enfant, vous n'y avez aucun droit quelle que soit votre naissance. » Et si cela ne concernait pas le bijou mais l'héritage? Mais qui aurait une revendication rivale? Holmes resta silencieux un long moment. Puis il dit « Quelqu'un qui connaissait autrefois le secret, et qui a tué pour le protéger. » Alors que les lumières de Londres apparaissaient à l'horizon, Holmes se détourna de la fenêtre. « Nous devons reparler à M. Armitage. Il ne nous a pas tout dit. » « Et s'il refuse ?» Holmes sourit faiblement. « Alors je devrais peut-être lui rappeler à quel point la déduction peut être persuasive. » Nous sommes rentrés à Londres sous un ciel couleur ardoise, les becs de gaz vacillant faiblement le long du quai, tandis que notre taxi roulait dans le crépuscule épais. Holmes restait silencieux, hormis quelques tapotements occasionnels de ses longs doigts sur le cuir usé du siège, et je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Son esprit, je le voyais bien, était au seuil de la révélation, passant au crible des chronologies, des phrases, des symboles et les traces révélatrices de tromperies que lui seul semblait capable de déchiffrer comme un manuscrit. Il ne s'agit pas simplement d'un vol, dit-il enfin, le regard toujours lointain. Le lys bleu est un code, Watson, la clé d'un secret. Et ceux qui connaissent son secret tueraient pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Vous croyez que quelqu'un a tué Margaret Armitage pour ça? Holmes se tourna lentement vers moi. Je crois que quelqu'un l'a tué pour ce que la broche représentait. Et maintenant, cela a refait surface, accompagné de la peur du meurtrier, que la vérité puisse enfin éclater. Quand nous arrivâmes à Harley Street, il était bien plus de 9 heures. Le heurtoir en laiton de la maison Armitage brillait à la lumière des lampadaires, mais aucune lumière ne brillait à l'intérieur. Holmes sonna brusquement. Nous attendîmes. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois,
et nous fûmes à nouveau accueillis par le silence. Enfin Holmes se tourna vers moi. « Il y a un problème. Il a essayé la poignée de la porte, il a donné nous sommes entrés dans l'obscurité. Le couloir était d'un silence de mort. Holmes me fit signe de rester en arrière, tandis qu'il avançait rapide et silencieux. Je le suivis prudemment, les nerfs à vif, jusqu'au salon. Un feu brûlait doucement dans la cheminée, projetant de longues ombres sur le tapis perçant. Une chaise avait été renversée, puis nous avons vu les papiers éparpillés sur le sol, des tiroirs ouverts, une armoire ouverte. Holmes s'agenouilla aussitôt, caressant délicatement le tapis de sa main, effleurant les débris éparpillés. « Cherchez, dit-il. Chaque détail compte. Nous l'avons trouvé dans le bureau. Edwin Armitage était affalé sur son bureau, la tête tournée de manière anormale sur le côté, les yeux vitreux et ouverts. Je reculai. Mon Dieu! Holmes s'approcha avec un calme étrange. Il s'accroupit près de la chaise, les doigts sur le cou, puis examina les pupilles et l'angle de la tête. Le cou s'est brisé. Pas de sang, pas d'ecchymose autour de la bouche. Probablement surpris par derrière. J'ai dégluti. Un meurtre? Sans aucun doute. Et récent. Pas plus d'1 heure. Regardez. Il désigna une légère éraflure sur le sol. Une lutte, légère. Il s'est débattu. Peut-être. A-t-il même reconnu son agresseur? Mais il n'a pas crié. Holmes se tourna vers le bureau. Au milieu du désordre se trouvait une enveloppe, adressée simplement « Virginie ». Il le ramassa, examina le seau de cire, intact. Il avait l'intention de donner ça à sa fille. Il savait quelque chose. Holmes glissa la lettre dans son manteau et se tourna vers les étagères. « Aidez-moi à chercher, il y en a peut-être d'autres. » Nous passâmes les 15 minutes suivantes à fouiller le bureau. Dans un tiroir verrouillé, ouvert avec les outils fins de Holmes, nous découvrîmes une petite boîte ornée, doublée de velours. Son contenu avait disparu, mais une empreinte dans le tissu ressemblait à une chevalière. Holmes brandit la boîte. Je parie qu'elle contenait la bague décrite par Madame Bellamy. Un lys en or, il la cachait, même à sa fille. Un blason familial, peut-être? Ai-je osé? Ou la marque d'une société secrète? Une société qui utilisait la lignée comme monnaie d'échange. Nous avons quitté le bureau et fouillé le reste de la maison. Aucun signe d'effraction, pas de vitre brisée, pas de traces de pas sur la moquette. Quiconque était venu l'avait fait avec rapidité et familiarité. Alors que nous retournions dans le couloir, Holmes s'arrêta devant la porte d'entrée. « Regardez, » dit-il. Un seul fil pendait du trou de la serrure, de la laine noire, grossière. Holmes le mit dans sa poche. Un fil de manteau peut-être, laissé par erreur à la hâte. Chaque fil est un chapitre, Watson, si tu sais le lire. Nous avons appelé l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard peu après. Il est arrivé juste avant minuit, débraillé mais alerte, et a examiné la scène avec une efficacité redoutable. Le cou brisé, hein? Un travail silencieux. Ce n'était pas un voleur, dit Lestrade. C'était quelqu'un qui avait un peu. Holmes hocha la tête, et il connaissait la maison. Il a trouvé ce qu'il était venu chercher, et a réduit au silence la seule personne susceptible de révéler la vérité. Lestrade fronça les sourcils. C'est la même affaire. Que tu as mentionné la semaine dernière? La broche? Le regard de Holmes s'aiguisa. Oui, et les enjeux viennent de changer. Lestrade promit de poster 2 hommes à l'extérieur et partit pour commencer l'enquête officielle. Holmes et moi sommes rentrés à Baker Street après 2 heures du matin, épuisés mais incapables de dormir. Au coin du feu, Holmes brisa le seau de cire de la lettre adressée à Miss Armitage. Il la lut une fois en silence, puis à nouveau à voix haute. « Ma très chère Violette, il y a des vérités que je t'ai cachées, des vérités que j'espérais ne jamais voir se concrétiser dans ta vie. Mais le destin est rarement aussi clément. Ta mère n'a pas été simplement tuée. Elle a été réduite au silence, et l'objet qu'elle a protégé, le lys bleu, n'était pas un simple bijou, mais une preuve. Preuve d'une union qui menaçait.
Autrefois un nom puissant. Son père, votre grand-père, lui en avait confié la garde avec la promesse de la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse en faire la demande légitime. Je t'ai caché cela pour te protéger. Mais je crains maintenant que d'autres ne cherchent à raviver cette affirmation à leur profit. L'anneau orné d'Ulysse faisait autrefois partie d'un serment. Je le croyais brisé. Il semble que je me sois trompé. Pardonne-moi. Votre père, Edwin Armitage. Holmes se renversa en arrière, les yeux brûlants. C'est bien ce que je soupçonnais. Ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de droit de naissance. Tu penses que Violette est... Holmes hocha lentement la tête. Le descendant d'un homme puissant. Quelqu'un dont la légitimité pourrait être remise en question, si la broche lisse bleue et l'histoire qu'elle porte étaient rendues publiques. Et maintenant, ceux qui craignent cette révélation tueront pour l'étouffer. Je fixai le feu. Et la bague? Le serment? Il y avait autrefois une organisation, je crois, murmura Holmes. Une alliance privée, peut-être liée à une maison aristocratique, peut-être même royale. Ceux qui portèrent la bague au lys en faisaient partie. Et il en reste une. Il se leva, fit les 100 pas, puis s'arrêta à la fenêtre. Je dois disparaître pendant 1 jour ou 2. Disparaître? Il se retourna, une lueur familière dans le regard. Il y a quelqu'un que je dois voir. Quelqu'un qui a autrefois servi dans les bureaux héraldiques de la couronne et qui connaît les eaux troubles de l'héritage. Illégitime, mieux que quiconque. Je crois qu'il peut m'éclairer sur le véritable poids du lys bleu. Où dois-je dire que tu es allé? Ne dites rien, même pas à l'estrade. Le tueur croit maintenant avoir effacé ses traces. Je souhaite lui donner encore un peu d'illusion. C'est moi? Vous resterez ici. Gardez la broche si elle fait surface. Soyez attentifs à tout contact avec Charles Brigham. Il reste un ennemi. Holmes disparut dans l'obscurité précédant l'aube en moins d'1 heure, me laissant dans le silence de l'appartement, le feu brûlant faiblement et le poids de la révélation s'installant sur mes épaules. Quelque part, je le savais maintenant, se trouvait un homme avec une bague en or et du sang sur les mains, et ailleurs, observant peut-être en secret, se trouvait une femme détenant un morceau d'histoire capable de détruire tout ce qu'il avait tué pour protéger. Les 2 jours suivants se passèrent avec un sentiment insupportable de suspension. Holmes avait disparu comme promis, me laissant à Baker Street avec seulement quelques messages cryptiques envoyés par coursier, de brèves notes rédigées dans une sténographie que je ne maîtrisais qu'à moitié. Elles faisaient allusion à des visites dans des clubs de gentlemen, fréquentés par d'anciens pairs du royaume, à des enquêtes auprès de personnes détenant des archives généalogiques privées, et notamment à une allusion voilée à UA, problème de succession antérieure à 1855. Ce que cela signifiait précisément m'échappait, mais je soupçonnais que cela était lié à la revendication même que représentait la broche au lys bleu. Je suis resté à Londres, m'occupant de l'appartement, me tenant au courant des développements par l'inspecteur Lestrade et sur les instructions fermes de Holmes, surveillant de près tout signe de Charles Brigham l'avocat, n'était toujours pas réapparu. Pas de télégramme, pas d'observation, pas de nouvelles pistes de son cabinet, c'était comme s'il avait complètement disparu. Puis, tôt le 3e matin, juste après 7 heures, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Holmes entra, comme une silhouette sortant d'une tempête, son manteau luisant de rosée, ses bottes boueuses à cause de son voyage à la campagne et une lueur triomphante, presque sauvage dans ses yeux. Il ne me salua pas immédiatement. Il se dirigea directement vers la cheminée, retira ses gants et déroula sur la table une liasse de notes et de schémas dessinés à la main. « Le jeu avance à grands pas, Watson, » dit-il enfin, la voix basse et tendue par l'impatience. « Et je crois que nous sommes à 2 doigts du coup final. » Je me suis levé de ma chaise. « Tu as découvert quelque chose ?»« En effet. Mais avant de révéler ce que j'ai appris, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, nous allons tendre un piège. » Holmes retira un étui en cuir marron de sous son manteau et l'ouvrit pour révéler un réplique de la broche Blue Lily à première vue.
Il était impossible de le distinguer de l'original. Un saphir central, des filigranes d'argent en forme, de pétales de lys, des perles aussi délicates que des perles de lait. Mais je percevais dans le regard de Holmes une lueur qui suggérait une astuce au-delà du simple savoir-faire. « Remarquable, dis-je. »« Où as-tu fait faire ça ?»« Un contact à Clerkenwell. Un orfèvre qui me doit plusieurs services. Je lui ai demandé d'utiliser des pierres précieuses en pâte et un fermoir à ressort trempé. La réplique est visuellement parfaite, mais sans valeur. Pardonnez-moi, Holmes, mais à quoi cela sert-il » Holmes esquissa un mince sourire. « Vous verrez bien assez tôt. Mais d'abord, préparez votre revolver et vos nerfs. Nous avons une course à faire à Kensington. » En moins d'une heure, nous arrivâmes à nouveau à la résidence des Armitage. Les hommes de l'estrade avaient quitté les lieux la veille au soir. Le corps avait été enlevé et l'avocat de la famille avait été prévenu. Mademoiselle Violette Armitage, pâle et posée, nous accueillit dans le salon, son habit de deuil trop frais, les yeux cernés par l'insomnie d'un deuil récent. « Monsieur Holmes, dit-elle doucement, êtes-vous venu me dire ce qui est arrivé à mon père ? Je crois savoir qui est responsable, dit Holmes avec une précision grave. Mais je n'ai pas encore les preuves nécessaires pour agir. C'est pourquoi je dois vous demander votre aide, même si cette demande peut paraître étrange. » Elle le regarda avec un sérieux imperturbable. « N'importe quoi, si ça peut t'aider. » Holmes a ouvert l'étui et a présenté la réplique de la broche. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est une réplique, » lui assura Holmes. « Mais il est essentiel que vous la traitiez comme une vraie. Je vous demanderai de l'apporter à un événement public ce soir, comme le récital annuel d'hiver à St. Bede's. Portez-la, ouvertement, bien en évidence. Je vous protégerai tout au long du processus. » Elle cligna des yeux. « Tu veux que je le porte ? Oui. La personne derrière ces événements vous observe. J'en suis certain. Lorsqu'il verra la broche, exposée publiquement, il agira. Et alors nous serons là pour l'accueillir. » Elle hésita un instant avant d'acquiescer. « Très bien. » Alors que nous quittions la maison, les yeux de Holmes brillaient de calcul. « Ce soir, Watson, notre piège est appâté. Maintenant, il faut tendre le filet. » De retour à Baker Street, Holmes confia en détail les résultats de son enquête. Durant mon absence, j'ai rencontré Sir Lionel Chiltern, héraldiste retraité du collège d'armes. Un homme discret. Avec son aide, j'ai retracé une obscure controverse généalogique impliquant Ligne Ellesmere, un titre éteint en 1855 dans des circonstances particulières. Le troisième vicomte d'Ellesmere, semble-t-il, avait une fille non reconnue, née hors mariage. Je me suis penché en avant. Et cette fille, disparue des archives publiques. Mais son enfant était Margaret Armitage. Son père, le vicomte, lui offrit la broche du lys bleu lors de son mariage, symbole privé de sa lignée. La broche portait non seulement un sentiment, mais aussi un code, reconnu par certaines entités juridiques comme preuve informelle de filiation. Et cela ferait de Violette Armitage la dernière descendante vivante de la lignée d'Ellesmere. Un fait précieux pour ceux qui détiennent des intérêts dans les terres litigieuses revenus à la couronne. Si la lignée de Violette était prouvée, elle pourrait les revendiquer légalement. Ou pire, du point de vue de ceux qui bénéficient de l'arrangement actuel, perturber des accords très lucratifs qui reposent sur l'extinction du domaine d'Ellesmere. Ma tête tournait. Et son père le savait? Il l'a fait. Et il a choisi de garder le silence pour la protéger. Mais lorsque la broche a refait surface, il a compris que ce n'était qu'une question de temps avant que ceux qui craignaient ses implications ne s'en prennent à lui. Alors le meurtre de Margaret. Ce n'était pas un vol, mais une exécution. La même main a maintenant réduit Edwin au silence. Qui, Holmes? Holmes se tourna vers la fenêtre, observant la fumée s'élever au-dessus de la ville. Un homme qui a évolué dans l'ombre toutes ces années. Quelqu'un qui a profité de l'absence de la ligne d'Ellesmere. Et quelqu'un qui a reconnu la broche dès sa réapparition. Je crois que cet homme est Charles Brigham. Je le fixai du regard. Son fiancé, un avocat spécialisé en droit héréditaire. Un homme qui a disparu dès la réapparition. De la broche.
et un homme qui, je crois, porte une bague ornée d'un lys d'or, transmise non pas en signe d'affection, mais comme symbole d'une conspiration. Ce soir-là, nous sommes arrivés tôt à salle de récital de Saint-Bède, un lieu modeste mais élégant près de Holland Park. La salle était bondée, les lustres projetant une lumière chaleureuse sur les sièges en bois poli et en velours. Mademoiselle Armitage se tenait près de l'allée, en compagnie d'une chaperonne plus âgée, la broche scintillant sur son col, à la vue de tous. Holmes et moi avons pris position à l'arrière. L'estrade, désormais informée, attendait à l'entrée et avec 2 agents en civil. Pendant près d'1 heure, le récital se poursuivit sans interruption. Puis, alors que le quatuor entamait son dernier mouvement, Holmes se serait dit « Voilà », murmura-t-il. Un homme était entré discrètement par une porte latérale, grand, manteau sombre, gants. Il se déplaçait avec une subtilité calculée, son regard scrutant la pièce avant de se poser sur la broche. Charles Brigham, il s'est rapproché. Holmes bougea. Rapide comme un faucon, il dépassa 2 rangées, bloquant le passage de Brigham, tandis que les dernières notes s'estompaient. « Je crois que vous êtes venu pour quelque chose qui ne vous appartient plus, monsieur Brigham. » L'avocat se figea, les yeux écarquillés. « Je n'en ai aucune idée. » Holmes attrapa son revers et le tira sur le côté, révélant une pièce dorée, chevalière. Brigham fit un mouvement brusque vers l'allée, mais l'estrade était déjà là, l'arme au poing. C'était fini en quelques secondes. Alors que Brigham était escorté dehors, il siffla à Holmes. « Vous ne comprenez pas ce qu'elle est. » Holmes répondit froidement. « Au contraire, c'est vous qui n'avez pas compris qui elle était, et que tu n'as jamais eu le droit de tromper. » Le lendemain de l'arrestation de Charles Brigham, le ciel londonien s'était levé d'un bleu particulièrement clair, d'un bleu trop serein, pour une ville au courant si sombre. Je m'étais levé tôt, incapable de dormir après les événements de la nuit précédente. La réapparition soudaine de Brigham, sa tentative d'approche de Miss Armitage et l'interception rapide de Holmes s'étaient déroulées avec une précision si étrange qu'elle semblait presque répétée. Mais l'enquête n'avait rien de simple. Sous l'élégance des déductions de Holmes se cachait un labyrinthe de lignées, de trahisons et de serments tacites scellés des décennies auparavant. Holmes était maintenant assis en face de moi dans notre salon de Baker Street, un feu frais, crépitant derrière lui, et l'édition du matin de Le Times playait soigneusement sur la table d'appoint. Il n'avait pas l'air triomphant, mais contemplatif, les yeux mi-clos comme s'il repassait l'affaire en tête, maintenant que la dernière pièce avait été déplacée. « Eh bien, dis-je enfin, il est en détention, mais il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. » Holmes ouvrit les yeux. « C'est précisément pour cela que je vous ai demandé de ne pas m'accompagner à Scotland Yard ce matin. Je souhaite que vous entendiez le récit complet, tel que je le présente, sans interruption et dans son intégralité. » Il s'arrêta pour allumer une cigarette avant de continuer. « Watson, nous ne devons pas commencer par Miss Armitage, ni même par son père, mais par un homme décédé depuis près de 50 ans, le 3e vicomte d'Ellesmere, un homme influent possédant d'immenses propriétés foncières et une tache sur son héritage. Une enfant née hors mariage, qu'il refusa de reconnaître publiquement, bien qu'il lui ait laissé un gage de son affection. La broche du lys, bleue. Cet enfant, poursuivit Holmes, était Margaret Alwyn, plus tard Margaret Armitage. Elle fut élevée discrètement et sans scandale, mais elle connaissait ses origines. Son mariage avec Edwin Armitage, lui-même d'une position modeste, fut autant une union de cœur qu'un enterrement de secret. Personne n'aurait songé à rechercher la lignée des Ellesmere à Kensington, mais quelqu'un a fait savoir. Holmes hocha la tête. Oui, ou du moins, quelqu'un le soupçonnait. La famille d'Ellesmere était éteinte aux yeux de la loi et de l'État en 1855. Les domaines, titres et fiducies furent par défaut dévolus à la couronne et furent ensuite absorbés ou loués à d'autres partis. Mais pour ceux qui avaient à gagner de la pérennité de cette extinction, la possibilité d'un descendant survivant était intolérable.
Il s'arrêta pour tirer une longue bouffée de sa cigarette. Une alliance discrète se forma, composée de ceux qui bénéficiaient de l'arrangement en vigueur. Notaires, agents fonciers et quelques nobles de moindre importance. Ils prirent le lys comme symbole. Non pas la fleur de saphir bleu de la broche, mais l'alice dorée, une chevalière plus discrète portée par les membres de cette cabale. Leur objectif n'était pas violent, du moins pas au départ. Ils s'assuraient simplement que toute revendication subsistante resterait enterrée. « Et Brigham » demandai-je. Brigham, dit Holmes avec dégoût, était un adepte plus récent. Il a découvert la légende de la broche lors de ses recherches juridiques, puis l'a remontée jusqu'à la famille Armitage. Lorsque Violette en a hérité, après la mort de sa tante, il a saisi l'occasion. Il l'a courtisée, a gagné sa confiance et a attendu qu'elle révèle l'objet au grand jour. Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, où une neige douce avait commencé à tomber, saupoudrant les toits de blanc. Mais il a commis une erreur fatale. Il était trop pressé, trop précis dans ses questions sur la broche. Et lorsque Miss Armitage la lui a apportée, il a immédiatement compris ce que c'était et ce qu'elle signifiait. C'est à ce moment-là qu'il a disparu. Je crois qu'il est retourné auprès de ses complices et leur a demandé la permission, ou peut-être des encouragements, de la récupérer définitivement. Vous croyez qu'il a assassiné Edwin Armitage lui-même? Je le sais. Edwin connaissait la vérité. Il l'avait cachée pendant des années. Mais lorsque la broche a refait surface, il a compris que la menace était réelle. Sa lettre à Violette le confirme. Brigham l'a probablement appris. C'est introduit dans la maison et l'a tué avant que la vérité ne soit révélée. Holmes retourna à son siège, sa voix refroidie par un détachement professionnel. Le piège que j'ai tendu, faire porter la réplique à mademoiselle Armitage, reposait sur la certitude que Brigham, sachant que la broche était authentique, ne pouvait ignorer sa présence en public. Ses supérieurs auraient pu exiger une intervention, ou peut-être a-t-il agi seul, espérant récupérer la broche et la détruire. Quoi qu'il en soit, il s'est révélé. Mais comment as-tu su que c'était lui, ai-je demandé. D'autres portèrent la bague en forme de lys. D'autres avaient peut-être des motivations. Holmes se pencha en avant. 3 éléments, Watson. Premièrement, la disparition. Le moment était trop opportun. Deuxièmement, la lettre qu'il a envoyée à son associé du cabinet. Elle était écrite pour rassurer, non pour informer. Troisièmement, et le plus révélateur, une trace de laine noire a été trouvée dans le trou de serrure de la porte d'entrée d'Edwin Armitage. Lorsque j'ai examiné le manteau de Brigham après son arrestation, j'ai trouvé une manchette déchirée, à laquelle manquait un fil grossier. J'ai expiré lentement. Circonstance. Mais l'ensemble est accablant, dit Holmes. Et ce n'est pas tout. Une perquisition dans le bureau privé de Brigham, effectuée ce matin, a révélé une deuxième broche cachée dans un tiroir. Un faux. Il l'avait commandée comme pièce de rechange, peut-être pour la remplacer, peut-être pour servir de leurre. Holmes marqua une nouvelle pause et regarda vers le feu. Vous devez comprendre, Watson, ce n'était pas un crime passionnel. C'était une tentative lente et méthodique d'effacer l'histoire d'une personne en effaçant les traces de son héritage. Je jetai un coup d'œil vers le bureau, où la réplique de la broche était toujours dans son écrin, et Miss Armitage. Et maintenant? Elle a choisi de ne pas poursuivre sa réclamation, dit Holmes d'une voix calme. La lettre de son père lui suffisait. Elle souhaite seulement vivre en paix, sans titre ni terre. Elle a fait don de la broche au British Museum, anonymement. Il y eut alors un silence entre nous, seulement ponctué par le tic-tac de l'horloge et le léger sifflement du charbon dans la cheminée. Enfin, je repris la parole. Vous admirez sa retenue. Holmes sourit faiblement. Je le pense, plus que je ne peux le dire. Il se leva, s'étira et se dirigea vers la cheminée, où il récupéra son violon. On se demande, Watson, dit-il en pinçant distraitement les cordes, combien de vérités gisent enfouies sous de faux noms, des tiroirs verrouillés et des armoiries effacées. Combien de vies ont basculé autour de l'héritage de quelques
chose qui ne devait plus jamais être revue. « Il y en a trop, je parie, » dis-je. Holmes plaça le violon sous son menton. « Et pourtant, » murmura-t-il, « la vérité a le don de s'épanouir, même quand le sol lui résiste. » Sur ce, il passa l'archet sur les cordes, et une mélodie lente et envoûtante remplit la pièce. Dehors, la neige continuait de tomber. Dans la semaine qui suivit l'arrestation de Charles Brigham, un calme étrange s'installa sur Baker Street, comme si la ville elle-même reprenait son souffle après les tremblements silencieux de la révélation. Les journaux rapportèrent l'affaire avec une curiosité contenue. Un avocat réputé détenu en lien avec une conspiration patrimoniale, mais avec une compréhension limitée des couches sous-jacentes. La presse savait qu'il valait mieux ne pas toucher à certains noms anciens, et Holmes, comme toujours, est resté muet avec les journalistes. Scotland Yard avait pris Brigham en charge et commencé son enquête sérieusement, même si Lestrade nous avait avoué en privé que l'ampleur du complot ne serait probablement jamais révélée. « Trop de braise enfouie sous trop de cendres », avait-il dit en secouant la tête. « Et vous savez ce qui arrive quand on attise. De vieux feux, monsieur Holmes. Parfois, ils brûlent les mauvaises mains. C'est par un après-midi particulièrement gris. Une bruine s'accrochait aux vitres et la ville était enveloppée d'une fine brume que mademoiselle Violette Armitage nous rendit une visite impromptue. Elle arriva vêtue de noir de deuil, l'air calme mais sans froideur, et madame Hudson l'accueillit avec toute la douceur que notre logeuse réserve aux personnes en deuil. Holmes se leva dès qu'elle entra et inclina légèrement la tête, non seulement par courtoisie, mais comme on le ferait envers quelqu'un qui avait traversé une épreuve et en était ressorti, sinon indemne, du moins indemne. « Mademoiselle Armitage, » dit-il doucement, « vous nous honorez. » Elle esquissa un léger sourire et s'assit près du feu. « Je voulais vous remercier, monsieur Holmes, et vous, docteur Watson. Vous m'avez tous deux aidé à traverser une épreuve que je ne comprenais pas encore pleinement, même si je l'ai vécue. Je lui ai servi une tasse de thé, qu'elle a acceptée avec un signe de tête gracieux. Holmes, quant à lui, étudiait son visage avec cette douceur perçante que je l'avais vu réservée uniquement aux clients qu'il en était venu à considérer avec une véritable admiration. « Vous avez supporté cela avec une force remarquable, » dit-il. La plupart auraient cédé sous le poids d'un nom jamais prononcé. Elle baissa les yeux vers sa tasse. « Peut-être. Mais au fond, un nom n'est que ça, un ensemble de syllabes. C'est ce qu'on en fait qui compte. » Elle fouilla dans son réticule et en sortit une enveloppe scellée qu'elle passa à Holmes. « Ceci appartenait à mon père. Je l'ai trouvé hier, caché dans un livre. Je crois qu'il t'était destiné. » Holmes prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée, écrite de l'écriture forte mais quelque peu instable d'Edwin Armitage. « Monsieur Holmes, si vous lisez ceci, je ne suis probablement plus en mesure de m'exprimer. Je vous remercie de vous intéresser au cas de ma fille et à la vérité que je lui ai cachée pendant des années. Tu avais raison. La broche lisse bleue est plus qu'un bijou, c'est un symbole. Un symbole qui porte le poids d'un passé que j'ai juré de protéger. Je n'ai pas pu tenir ce vœu sans conséquence. Ma femme l'a payé de sa vie. Je crains de faire de même. Ne laissez pas Violette souffrir de notre silence. S'il existe un moyen de la protéger du pire de cet héritage, je vous demande de le trouver. Pas pour moi, mais pour sa mère, qui n'a jamais cessé de croire en la force de la justice. » Bien à vous, Edwin Armitage Holmes plia lentement le billet, puis le glissa dans la poche intérieure de son manteau. « Tu as ma parole, » dit-il doucement. « Il ne lui arrivera aucun mal. » Miss Armitage regarda le feu, dont la lueur se reflétait, dans ses yeux solennels. « Je n'ai aucune envie de revendiquer quoi que ce soit, monsieur Holmes, pas de terre, pas de titre, pas de querelle de sang, mais je veux comprendre. Croyez-vous que mon père ait jamais regretté son silence ?» Holmes réfléchit un instant à la question. « Non, dit-il enfin. Je crois qu'il regrettait seulement que le silence fût nécessaire. » Elle hocha la tête. « Alors je le porterai discrètement, comme lui. » Elle se leva pour partir mais s'arrêta à la porte. Une question demeure. Pourquoi Brigham m'a-t-il courtisé?
avait-il l'intention de m'épouser ou de me faire taire? La réponse de Holmes fut grave. Il espérait faire les deux. Le mariage lui aurait donné accès à la broche et la possibilité de la détruire. Lorsque cette voie devint trop incertaine, il se tourna vers les méthodes qu'il maîtrisait le mieux. Nous sommes restés là tandis qu'elle partait, et Holmes n'a plus parlé jusqu'à ce que le bruit des roues de la voiture se soit estompé dans la rue enveloppée de brouillard. Il se tourna alors vers la cheminée, regardant les braises comme s'il voyait une bataille lointaine encore en cours. « Elle en sortira plus forte », murmura-t-il. Mais on lui a volé quelque chose d'irremplaçable, l'illusion d'une vie ordinaire. J'ai hoché la tête. « Tu crois qu'elle sera en sécurité maintenant ?» La réponse de Holmes fut calme mais ferme. Brigham n'est qu'une pièce du puzzle, mais il était le dernier acteur actif. Les autres, les architectes de cette conspiration, sont tombés dans l'oubli. Leur influence est affaiblie, et la broche étant désormais hors circulation, ils n'auront plus aucun symbole autour duquel se rallier. « Tu en es certain ?»« Non. » Il se retourna, un sourire narquois aux lèvres. « Mais j'ai bon espoir. Et j'ai appris, Watson, que l'espoir est parfois la plus rusée des protections. Il trompe même ceux qui détiennent le pouvoir. » La sonnette a sonné tard ce soir-là, bien après les heures de visite respectable, et j'ai ouvert pour trouver l'inspecteur Lestrade, le visage rouge de froid et l'expression indéchiffrable. « Je ne resterai pas, » dit-il en pénétrant dans la chaleur. « Je pensais juste que vous voudriez savoir. » Brigham a cédé sous l'interrogatoire. Holmes se leva. « Et alors ?» Il a tout avoué. Le meurtre d'Edwin Armitage, le cambriolage du domaine de Davington, même la tentative de remplacement de la broche par un faux. Il a affirmé qu'on lui avait promis une partie des biens d'Ellesmere s'il détruisait toute preuve de l'héritage de Violette. Les yeux de Holmes se plissèrent. Promis par qui? Lestrade secoua la tête. Il n'a pas voulu le dire. Il a prétendu que c'était un ancien accord et que les personnes derrière étaient disparues depuis longtemps, ou intouchables. Depuis longtemps. On aurait dit qu'il ne s'attendait pas à survivre longtemps en détention pour être honnête. Et le fera-t-il? Demandai-je. Lestrade émit un petit rire sinistre. Ça dépend combien de temps il gardera le silence. Il tendit à Holmes un document plié. Voici la liste des chefs d'accusation préliminaires. Nous la publierons dans la semaine. Je pensais que vous voudriez y jeter un œil. Holmes l'accepta d'un hochement de tête. Merci, Lestrade. Tu as bien travaillé. L'inspecteur hésita à la porte. Et la fille, elle va s'en sortir. Elle l'est déjà, dit Holmes. Elle connaît plus de vérité que la plupart, des nobles que j'ai rencontrés, et elle la porte avec plus de grâce. Lestrade hocha la tête une fois et disparut dans le brouillard. Holmes resta longtemps à la fenêtre, regardant la brume tourbillonner sur la rue éclairée au gaz en contrebas. Finalement, il se tourna vers moi. « Tu te souviens de ce que j'ai dit un jour, Watson, à propos des crimes les plus parfaits, ceux sans mobile apparent. Je fais. Ce n'était pas le cas. C'était le contraire. Trop de motivation, dissimulée sous des couches de famille, d'héritage et de devoir. Cela exigeait de démêler non seulement des actes, mais aussi des identités. Et cela a commencé, comme tant d'autres choses, par la mort d'une femme et le silence d'un homme. Et cela s'est terminé, ai-je ajouté, avec la force d'une fille. Holmes ne dit rien pendant un moment, puis prit son violon. La mélodie qu'il jouait ce soir-là était inconnue, sombre, élégante, mais teintée de quelque chose d'espoir, un requiem peut-être, ou une bénédiction. Plusieurs. Semaines s'écoulèrent, avant que la neige ne fonde sur les toits de Londres, et que la pluie froide ne commence à tomber. Les jours rallongeaient, mais l'atmosphère de Baker Street restait inchangée. La douce lueur du feu, les tasses de thé tranquilles et le violon de Holmes résonnant dans l'appartement comme une seconde voix dans une conversation. L'affaire, Dubroche-Lisble avait, à bien des égards, changé le rythme de nos vies pendant un temps. Et pourtant, maintenant qu'il était passé, il laissait derrière lui non pas un triomphe, mais quelque chose de bien plus subtil.
La révérence. Peut-être. Ou la douce douleur qui suit une vieille blessure qui commence à cicatriser. Je me suis souvent retrouvé à relire la lettre d'Edwin Armitage, la façon dont il avait parlé de protéger sa fille, le courage discret d'un homme qui avait porté une vérité trop lourde pour une vie. Il n'y avait eu ni drame judiciaire, ni scandale public, ni gros titres gravés à l'encre. Et pourtant, pour ceux d'entre nous qui avaient vu la vérité de leurs propres yeux, c'était comme se tenir au bord d'un précipice, scrutant le passé et comprenant à quel point l'histoire avait basculé sur des gonds invisibles. C'était en fin d'après-midi, quelque temps après la fin de l'enquête, que je trouvais Holmes dans une humeur inhabituellement pensive. Debout près de la fenêtre, il contemplait les toits, tandis que la fumée de la cheminée montait en volute dans un ciel gris pâle. Sur la table à côté de lui se trouvait une enveloppe cachetée, sans adresse, mais familière avec son parchemin ivoire et sa cire violette. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Il se tourna légèrement sans quitter la fenêtre des yeux. « Une lettre de Miss Armitage, ou plutôt une lettre qu'elle m'a demandé de lui remettre. » Je fronçai les sourcils. « Une lettre qu'elle t'a demandé de ne pas lire? Elle m'a demandé de le livrer au moment opportun. Et c'est quand, précisément ?» Holmes se tourna enfin vers moi, l'air indéchiffrable. « Quand la maison d'Ellesmere s'exprimera à nouveau haut et fort dans les sphères du pouvoir, ce qui pourrait bien ne jamais arriver. » Il remit l'enveloppe sur la table, délicatement, comme si elle était en verre filé. « Je ne crois pas qu'elle poursuivra. Un jour sa plainte, a-t-il déclaré après une pause. Mais elle voulait que quelque chose soit enregistré. Un dernier acte de clarification. Je m'assis en face de lui, les doigts croisés. Penses-tu qu'elle a eu raison de tout laisser tomber? Holmes resta silencieux un moment, son regard fixé sur les braises vacillantes de la cheminée. Il y a du pouvoir à revendiquer un nom, dit-il lentement. Mais il y a tout autant de pouvoir à refuser d'être défini par lui. Il se leva et commença à faire les 100 pas, les mains jointes derrière le dos. Si elle avait poursuivi son œuvre, elle aurait pu forcer la couronne à reconnaître une erreur enfouie depuis un demi-siècle. Elle aurait pu bouleverser les droits fonciers, perturber les lignées nobles et raviver une controverse longtemps considérée comme résolue. Et pourtant, dis-je, elle a choisi la paix. Elle a choisi la dignité, répondit Holmes. Et ce faisant, elle a privé les conspirateurs de la possibilité de jouer leur dernier coup. Ils ont passé des années à façonner l'histoire autour d'un mensonge. Violette Armitage l'a remodelé par son silence. Il retourna à la fenêtre et resta là un moment, perdu dans ses pensées. Je m'occupais à ranger la table et trouvai, caché sous une pile de périodiques, un petit objet enveloppé dans du tissu. C'était la réplique de la broche lisse bleue. « Devrions-nous le détruire » demandai-je en le brandissant. Holmes se retourna et l'examina. « Non, laissez-le, un souvenir. » « De quoi ?» Il sourit faiblement. « Que les symboles peuvent survivre à ceux qui tentent de les contrôler. Nous n'avons reçu aucune nouvelle de Charles Brigham. Son procès s'est déroulé à huis clos. Archives scellées, accès public limité. L'estrade nous a informé en privé que Brigham avait refusé de nommer ses complices. Que ce soit par loyauté, par peur ou par fierté, nous n'avons jamais su. Il a été reconnu coupable de meurtre et de complot visant à entraver une succession légale. Condamné à la prison à perpétuité à Dartmoor, Holmes ne semblait pas surpris. Les hommes comme Brigham ne sont pas attirés par la richesse, mais par l'art de contrôler les choses. A-t-il remarqué? Il ne s'est pas contenté d'éliminer les prétentions de Violette. Il a voulu réécrire l'histoire entièrement. Et maintenant, dis-je, son histoire est terminée. Holmes me lança un regard en coin. Les histoires finissent rarement. Elles perdent tout simplement leur public. Plus tard, au printemps, Holmes et moi fîmes une promenade l'après-midi sur la rive sud de la Tamise. L'air était frais, parfumé de pierres humides et de jonquilles en fleurs dans le petit parc près de Lambeth. Pour une fois, Holmes semblait moins préoccupé. Ses mains ne frémissaient pas à cause du tabac. Son front était lisse et exempt de toute frustration.
J'osais croire que cette affaire lui avait, dans une certaine mesure, apporté la paix. Alors que nous étions assis sur un banc surplombant la rivière, Holmes sortit de son manteau une feuille de papier pliée et me la tendit. Je l'ai reconnue immédiatement. La lettre de Violette Armitage. Il n'a rien dit, alors je l'ai ouvert. Au lecteur de cette lettre, si on le lit, alors le temps est venu pour que la vérité soit connue, non pas pour la gloire ni pour la justice, mais pour la mémoire. Je m'appelle Violette Armitage. Je suis la fille de Margaret Alwyn Armitage, elle-même fille du 3e vicomte d'Ellesmere, née dans le silence de l'histoire, mais jamais oubliée par ceux qui l'aimaient. La broche qui m'a été transmise, connue sous le nom de lys bleue, était le seul témoignage subsistant de cette lignée. Ce n'était pas un héritage, c'était une protection. Ma famille a vécu avec les conséquences de secrets que nous n'avons jamais souhaité hériter. Ma mère a été tuée, mon père s'est tu, et moi, j'ai choisi de me détourner non pas de la vérité, mais du besoin de la posséder, que ceci ne soit pas une affirmation, mais une confession. Sachons que le passé ne survit que si nous le nourrissons de peur. Je choisis la paix, et je choisis de laisser les lys derrière moi, Virginie. Je le lus 2 fois, puis je baissai le journal. Holmes n'avait pas bougé, le regard fixé sur l'eau sombre qui coulait devant nous. « Elle a plus de courage que la plupart des hommes titrés que j'ai connus, » dis-je. Holmes hocha la tête. « La lettre sera scellée dans des archives privées. Elle ne sera peut-être jamais ouverte. Et si c'est le cas, alors ça parlera de lui-même. » Nous restâmes assis un long moment en silence, laissant le vent souffler et le fleuve poursuivre son lent courant. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence, une sorte de compréhension qui transcendait le besoin de paroles supplémentaires. Finalement, nous nous sommes levés et avons repris notre marche, la ville se déployant lentement autour de nous sous des couches de briques, de fumée et de brouillard. Un autre cas allait survenir. C'était toujours le cas. Mais celui-ci, le secret de la broche lys bleue, s'attarderait plus longtemps que la plupart. Ce n'était pas le crime le plus brutal que nous ayons connu, ni le plus complexe, mais c'était peut-être le plus humain, un mystère résolu non pas avec un pistolet ou une empreinte de pas, mais avec la mémoire, la retenue et le dénouement d'un mensonge si ancien qu'il avait failli devenir vérité. Et, tandis que nous marchions, je ne pouvais m'empêcher de penser à Violette, quelque part au-delà de la ville, recommençant, ni en tant que dame, ni en tant que requérante, mais comme elle-même.